laisse ceux qui veulent ouvrir ces débats, le peuple lui-même détermine ce qui est bon pour lui. Alors nous sommes à l'écoute. Bonsoir et merci de nous accorder votre attention. Merci surtout pour votre fidélité. Merci d'avoir patienté 1 heure pour vivre d'abord ce combat de mort de notre compatriote que nous félicitons au passage. C'est donc devenu le sujet qui fâche. La question constitutionnelle domine le débat politique dans notre pays depuis ces phrases sibyllines du président de la République que nous venons de réentendre en France. C'était fin octobre dernier. Pour autant, certains continuent de contester la pertinence même de ce débat, alors que tout le monde, je crois, guette la prochaine sortie présidentielle sur le sujet. C'est le lieu, nous semble-t-il, de faire le point, parce que dans la déferlante des opinions émises et des passions qui se déchaînent, le citoyen ordinaire, c'est-à-dire vous et moi, nous risquons de nous perdre et surtout de perdre l'essentiel. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette 25e livraison de Par ici le débat, dont voici sans plus attendre les débatteurs. Ibrahim Talbamala, plutôt que le directeur général de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, connu de la plupart, préférons le militant des premières heures du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont un rien d'observation donne à voir que la carrière au sein du parti se réajuste tous les 11 ans. C'est en effet 11 ans après la création du RDPC qu'il est désigné membre de son comité central, et c'est encore 11 ans plus tard, le 4 avril 2007, que le président national du RDPC lui confie fonctions et prérogatives de secrétaire à l'organisation de cette formation politique. Sur la question constitutionnelle, la proximité de son poste avec le sommet du parti lui permet de préciser et d'expliquer la position du RDPC, récemment indiquée par le secrétaire général de son comité central. Ndi Fidelis Mouzia, ancien conseiller spécial auprès des services du Premier ministre, désormais à l'écoute et au service du peuple. En premier, le peuple de la Menchoum, dans le nord-ouest, dont il est le député à l'Assemblée nationale, mais en réalité le peuple camerounais tout entier, en vertu de ses charges de questeur qu'il occupe à plein temps au palais des Verts de Ngouaikele. C'est lui qui, parmi les premiers, porta sur la place publique la réflexion sur une éventuelle modification de la Constitution. C'était en novembre 2007, au cours d'une réunion élargie aux forces vives de la Menchoum. Le président de la section RDPC de la Menchoum 2 est aussi conseiller municipal auprès de la commune rurale de Zao. Pour ces raisons et pour d'autres, M. Ndi Fidelis dit porter dans ce débat la voix et les préoccupations de la base. Joachim Tabiowono, Mandela comme modèle et comme livre de chevet. Président national de l'Action pour la méritocratie et l'égalité des chances, cet homme politique se veut doté du sens et de la culture de la réserve. Toutefois, M. Tabiowono sait sortir de sa réserve quand il le juge opportun. Ce fut le cas en 2004, quand il présenta sa candidature à l'élection présidentielle, et ce fut encore cela en novembre de l'année courante, lorsque le leader de la MEC mobilisa l'opposition non parlementaire à Yaoundé à l'effet de s'opposer à ce qui a été qualifié, selon les termes du communiqué final de la rencontre, et je cite, de démarche macabre de modification de notre Constitution, fin de citation. La posture et la position de cet intervenant ont-elles évolué entre-temps? L'intéressé le dira dans ce débat. Hermine Patricia Tomaino, épouse Ndamjoya, arrivée en politique par conviction. Ses noces avec l'UDC remontent à l'aurore des années 90. À ce jour, elle siège au bureau politique de ce parti et à l'hémicycle de Ngouaikele comme députée du NUN 2. Son credo reste la restauration des valeurs humaines, morales et éthiques dans la gestion des affaires publiques et privées et la bonne gouvernance des institutions républicaines. Relais de cette vision du monde, l'école africaine d'éthique
qu'elle a dirigé de 1996 à 2003. Madame Tumaino Ndamjoya ne dédaigne pas le débat. Elle l'enrichit même, quand elle en trouve l'occasion, par ses écrits et ses prises de position adossées sur des études universitaires en droit public. Justine Difo Tchunkam, universitaire et chercheur, spécialiste de droit international privé. Loin des bibliothèques réelles et virtuelles, occupant le clair de son temps et de son espace, Madame Difo mène une lutte acharnée contre tout ce qui réduise la femme à un rôle de musée ou de seconde zone. Avec le réseau More Women in Politics, dont elle est la coordinatrice nationale, elle travaille avec une foi presque religieuse à une plus grande implication des femmes dans la politique et la police de la cité tout court. Elle porte sur la question constitutionnelle le regard de la société civile camerounaise pour laquelle, on l'a dit, elle mène de grands combats. Magloire Ondoa, l'éclairage qui vient des amphithéâtres. Les amphithéâtres de l'université de Yaoundé 2, principalement, où ce professeur agrégé de droit public dispense entre autres enseignements des cours magistraux de droit constitutionnel. Entre ces cours et ses parapheurs de chef du département de droit public et des directeurs des affaires académiques et de la coopération à Yaoundé 2, Magloire Ondoa trouve toujours du temps et de l'encre pour écrire, notamment sur les questions constitutionnelles. Son encre qui a noirci déjà d'éclairantes et abondantes pages à cet égard est loin de s'épuiser, au contraire. Le professeur s'en sert ces derniers jours pour mettre les accents sur les i d'un ouvrage de parution imminente. Son titre, L'évolution politique et constitutionnelle du Cameroun depuis 1916. Voilà donc pour ce plateau que nous avons voulu représentatif des grandes sensibilités de l'opinion camerounaise telles que nous les observons. Il y a des représentants du pouvoir ou du parti proche du pouvoir. Il y a des représentants de l'opposition, pas seulement l'opposition parlementaire, mais aussi l'opposition extra-parlementaire. Comme par hasard d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de hasard que ça. Les deux sont assis côte à côte. Et puis nous avons un éclaireur en la personne du professeur Magloire Ondoa. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si je résume bien la problématique ou bien le débat tel qu'il se déroule depuis maintenant 6 semaines. J'aurais voulu le résumer en 2 mots-clés. La pertinence, certains contestent la pertinence, certains disent que c'est le moment même d'engager ce débat, mais aussi l'enjeu finalement du débat. Alors si nous commencions par le premier mot-clé, la pertinence. Le débat constitutionnel au Cameroun aujourd'hui est-il pertinent ou non? Quels sont les arguments des uns et des autres? Je commence par vous, Dr Difo. Oui, merci Charles. Je crois que le débat constitutionnel en ce moment au Cameroun est bel et bien un débat pertinent. Pertinent dans la mesure où nous sommes dans une société qui évolue, le monde évolue, le Cameroun avec. Nous ne pouvons pas garder une constitution comme tout autre texte, immuable de façon continuelle. Et je crois que le chef de l'État l'a dit quand il est revenu de cette tournée en Europe, où il a accordé cette entrevue, cet entretien. À France 24. À France 24, il a dit il n'y a pas de constitution ni variétour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de constitution immuable. Alors pour arrimer, pour accorder les nécessités, les besoins, les ambitions, les tendances, les objectifs et la vision globale d'une société avec la volonté politique des citoyens, de tous ceux qui composent la nation, je pense et je peux dire avec conviction qu'il s'agit d'un débat pertinent. Maintenant, la question de sur quelle disposition va porter la révision ou la réforme, ça c'est autre chose. Mais je crois que globalement, tout l'objet de notre présence ici ce soir. Globalement, le débat est pertinent. Tumaino Ndamjoya. Je dirais que lorsque, en toute connaissance de cause, le RDPC décide de déclencher ce débat qui porte sur et qu'il veut
que ça aboutisse sur la révision de l'article 6, alinéa 2 de la Constitution. Et lorsque son secrétaire général, René Emmanuel Sadi, du comité central, le secrétaire général du ministre de Boruna, lorsqu'il déclare... Le secrétaire général adjoint. Oui, le secrétaire général adjoint. À chacun son titre. Lorsqu'il déclare sur les antennes de Radio France Internationale que les appels venus de la base et mais au dernier moment, c'est le chef de l'État qui va décider. Et il ajoute le moment venu. Lorsqu'il ajoute le moment venu, les Camerounais des différentes autres formations politiques, les Camerounais même du RDPC qui pensent autrement, et les militants de l'UDC comme moi, les Camerounais qui ne militent dans aucun parti politique, je pense qu'ils ne sont pas surpris parce que cela rejoint tout simplement la logique qu'on a toujours connue jusqu'ici au Cameroun et qui consiste à une longue préparation pour la confiscation du pouvoir. Et c'est pour cela que nous disons qu'il faut une éducation citoyenne des populations, il faut préparer les populations à protéger leur citoyenneté. Et donc le débat est important parce que il faut Ce débat est-il pertinent? C'est la question de débat, sur la Constitution. Il est important parce que les institutions comme les êtres humains, ils sont changeants et c'est tout à fait normal. Il faut pouvoir les adapter. Il faut pouvoir les adapter, les réadapter. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons accepté d'être... Très bien, vous êtes d'accord que le débat doit être posé sur la table. Honorable Ndjifidélis. Je pense bien que c'est le moment ici d'expliquer exactement ce qui se passe sur la base. Je voudrais dire un mot qui est un peu différent de ce que ma collègue honorable Toymano a dit. Dans mon département, il était question de... C'est la même chose. La même chose. Toutes les forces vives du département, il y avait des chefs traditionnels, il y avait d'autres partis politiques, il y avait également les élites et le RDPC. Donc, ce n'est pas seulement une question du RDPC, c'est une préoccupation de tout le pays. Et lorsque Ulysse Gousset a posé la question au président de la République, c'est parce que justement il pensait qu'au Cameroun, il peut avoir... est-ce que le chef d'État, est-ce que le président Biya va se présenter encore comme chef d'État après ce deuxième mandat constitutionnel de 7 ans? C'est parce que lui, il savait que c'était le moment de savoir, est-ce que c'est le moment? Donc, je pense bien que si nous discutons de ce problème, si nous discutons de ce problème, c'est parce que ça donne le temps d'abord aux Camerounais et ensuite au chef de l'État lui-même bien réfléchir et de se prononcer. Ibrahim Talon-Mala, vous êtes secrétaire à l'organisation du comité central du RDPC, du secrétariat du comité central du RDPC. J'imagine que vous êtes à l'aise là de savoir que la société civile, votre voisine, mais aussi l'opposition parlementaire déjà, je ne parlerai pas de votre camarade de parti, apparemment il y a un début de consensus qui se dégage pour trouver que le débat est effectivement pertinent. Peut-être je vais revenir tout à l'heure, Charles, sur la pertinence. Oui. Et je voudrais reprendre un peu l'honorable Ndamdjéa Hermine pour dire que, pour m'inscrire d'abord en fond, que ce n'est pas seulement le RDPC qui a lancé le débat. Et je voudrais rappeler que depuis quelques années, le débat a cours dans nos différents salons, dans les états-majors des partis politiques, dans les médias, mais que ce débat a été accéléré depuis quelque temps par la sortie médiatique du chef de l'État et, vous l'avez dit vous-même, par des phrases plus ou moins sibyllines qui reviennent sur certains thèmes majeurs. Donc le RDPC se réjouit de ce que ce débat ait cours
sur l'ensemble du territoire. Et je dois dire que même les partis politiques d'opposition ne le disent pas, mais le discutent dans leur milieu et savent que le mandat présidentiel, le deuxième mandat, est quasiment à mi-parcours. Et à mi-parcours. Et qu'il est temps de se préparer. Et tout le monde se prépare. On commence à s'échauffer. Peut-être ce qu'on peut reprocher au RDPC, c'est d'être un peu plus chaud que tous les autres. C'est une machine qui est très souvent, qui est très entraînée, surentraînée, et qui se félicite que sa base ait d'abord pris les taureaux par les cornes. Et nous sommes très fiers d'avoir porté ce débat et de pouvoir donc tirer la machine. Mais sur la pertinence, je crois que dans un pays démocratique, dans un pays de liberté, il est toujours bon qu'il y ait des chocs des idées et de tout débat jaillit souvent la lumière. Surtout qu'on s'est plaint de la pauvreté du débat démocratique au Cameroun. Hein? Ces derniers temps. Donc je crois que ce serait une bonne chose que les militants du RDPC, comme la société civile ou les autres partis politiques débattent. Maintenant, le temps de débat est là. Le temps de la décision viendra. Joachim Tabiono, président de la MEC, votre opinion, débat pertinent ou pas? Oui, je dirais d'emblée, peut-être je vous surprendrai parce que je ne vais pas épouser le point de vue de ceux qui m'ont précédé. Je dirais que pour moi, le débat n'est pas pertinent. Je pourrais même dire qu'il est sans objet en ce moment. Pourquoi? Et là, dessus, je dirais que je ne partage pas du tout le point de vue du président Paul Biya dans l'extrait que vous avez passé tout à l'heure, lorsqu'il dit que ça viendra de la base. Et je crois il dit qu'il est à l'écoute. Oui, il est à l'écoute. Non. Sur l'extrait que nous avons diffusé, oui, sur l'extrait. Il dit exactement, le débat à court, je reste à l'écoute, le peuple est assez mieux pour décider, le moment venu. C'est là je ne suis pas d'accord avec lui. Oui. Parce que vous n'êtes pas d'accord sur quoi? Sur la maturité, sur le fait d'être à l'écoute? La Constitution dit que c'est le président de la République qui est l'initiateur du débat constitutionnel. Ce n'est pas l'inverse. Il est l'initiateur d'une éventuelle révision. Voilà. Pas l'initiateur du débat nécessairement. Non, attendez. La Constitution ne le dit pas. Enfin, nous avons le professeur, si je me trompe, il saura nous remettre sur le droit chemin. Laissez-moi terminer. Il se pose un problème. Le premier problème, c'est que nous parlons de quel débat? Parce que pour moi... Faut-il débattre de la Constitution? Je vais être très simple et très clair. Faut-il débattre de la Constitution? Faut-il débattre d'une révision ou non? Voilà ma question. Oui, la première partie de votre question, faut-il débattre de la Constitution? Je dirais non. Parce que pour moi et pour la MEC, la Constitution est une loi. Ça ne se débat pas. Ça s'accepte et ça se respecte. Donc, quand nous avons une constitution, nous sommes obligés de suivre la constitution à la lettre jusqu'à ce que nous ayons une autre constitution. C'est pour ça que j'ai dit que les gens qui ont commencé à envoyer des motions, j'ai vu par exemple, j'ai des journaux ici, on dit le Nord-Ouest contre la limitation des mandats. Alors j'ai dit, quelqu'un qui est, ou une province qui est contre la constitution, ça veut dire que la personne ou la province est contre les institutions. Et qui est le contre... Nord-Ouest a dit ça? Non, attendez, non, j'ai le journal. Ici, on dit, le Nord-Ouest est contre... Moi, je prends le mot contre. Oui, c'est-à-dire, on ne doit pas être contre une disposition de la Constitution parce que quand vous êtes contre une disposition de la loi, vous êtes contre la loi. Et si, Monsieur le Président, lisez-nous le titre du journal, le Nord-Ouest. Le Nord-Ouest contre la limitation des mandats présidentiels. Oui. Alors, le Nord-Ouest le met en débat, non? Oui, attendez. Oui. Quand vous êtes contre, je disais tantôt, quand vous êtes contre une disposition de la Constitution, ça veut dire que vous êtes contre la Constitution. J'ai dit tantôt que la Constitution, ça se respecte ou ça ne se respecte pas. Et ça se respecte entièrement ou ça ne se respecte pas du tout. Il n'est pas question de prendre une disposition et dire qu'on est contre. Parce que quand on est contre une disposition, ça veut dire qu'on est contre toute la Constitution. Et moi je dis, dans un pays où les citoyens commencent à être contre la Constitution, ça veut dire qu'ils sont contre les institutions, ça veut dire qu'ils sont en rébellion. Et j'ai dit, et c'est vrai, j'ai dit que ces gens-là, à ce niveau-là, devraient même être traduits en justice. À ce point? Oui, mais c'est sérieux parce que
pour qu'on nous prenne au sérieux, Oui. nous devons respecter notre propre constitution. En effet, Monsieur le Président, est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Est-ce qu'une disposition, à un moment donné, peut être remise en débat? Peut-être parce qu'elle n'est plus adaptée, peut-être parce qu'elle est obsolète, Bon. parce qu'elle n'est plus tout à fait adéquate. Parce que nous devons respecter cette constitution. Sans que ce soit une remise en cause du texte fondamental qu'est la Attendez. Constitution. Oui, je comprends. Parce que nous devons respecter cette constitution qui est encore en vigueur. Et qui, la constitution, se règle elle-même. C'est-à-dire comment elle doit être respectée, tout est dedans. On dit c'est le président de la République qui est initiateur de la révision, de la modification de la Constitution. Et Je là, pense que il y a là, un problème. Il y a quelque chose à dire là, si je peux Non, prendre la attendez. parole. Oui, Parce qu'il y a le quelque tiers chose des là députés. Le d'abord. professeur va nous éclairer Bon, tout à l'heure. jusque Allez là- jusqu'au bout de votre Oui, pensée. jusque-là, Oui. on n'a pas Oui. un projet ou une proposition de loi portant révision de la Constitution. Nous sommes en plein débat. C'est ça que Est-ce que nous vous êtes pouvons, sûr de ce que vous dites? c'est ça que nous pouvons discuter. Oui. Nous ne pouvons pas discuter la Constitution même parce qu'elle est indiscutable. Elle se respecte un point, un trait. Oui. Je voudrais que nous soyons d'accord. Alors, on va donner la parole à notre arbitre attitré, hein, c'est le cas de le dire. Merci, le Charles professeur Magloire Ondoa. Dites-nous, hein, simplement, comme technicien, comme homme de science, ce premier tour de table, qu'est-ce que ça vous inspire? Ben, c'est un tour de table qui est révélateur de ce qui se passe dans la société camerounaise et qui manifeste, à mon sens, le peu de cas faits au texte. Parce que la Constitution, c'est un document, certes, qu'il faut respecter, mais ce n'est pas un document immuable. Et il s'agit là d'un principe constitutionnel acquis depuis les temps anciens. Et Qui est inscrit d'ailleurs dans cette qui est Constitution inscrit précisément. dans la Constitution. Mais je voulais aller un peu plus loin pour dire qu'avant même notre Constitution et dans d'autres constitutions, il est bien prévu que l'on puisse reviser une Constitution. Et la révision est la manifestation d'une idée saine. Aucun peuple, comme disait Montesquieu, ne peut se donner des chaînes. Et aucune génération ne peut lier une autre. Une autre, surtout pas celle à venir. Surtout pas celle à venir. Le principe constitutionnel est ainsi établi que la Constitution est une réponse à un problème ponctuel et que par conséquent, lorsque les circonstances de droit et de fait changent, il faut que cette Constitution s'adapte. C'est pour cela, et je vais peut-être embrayer sur un autre point, mais déjà pour revenir sur ce qu'a dit monsieur Le président le de la Mecque. président de la Mecque, le président de la République est certainement l'un des initiateurs de la révision. Et cela au terme de notre Constitution. Il n'est pas le seul. Mais il n'est pas le seul. Les députés peuvent également initier une révision à condition que cette révision soit signée par au moins un tiers d'entre eux. Cela est clair. Mais le président peut aussi seul, en vertu de l'article 36 de la Constitution, soumettre un projet de révision constitutionnelle au peuple pour que le peuple puisse en décider. De même qu'un projet peut être élaboré par le gouvernement sous forme de projet de loi et aboutir à l'Assemblée nationale pour une révision selon les procédures établies. C'est pour Professeur, une question franche. Est-ce que la constitution de cette constitution du 18 juin 1996 aujourd'hui donne matière à révision, objectivement? Objectivement, oui. C'est une Sur quel point? Sur beaucoup de points. Sur beaucoup de points et pas seulement l'article 6. Je vous prends celui qui me vient à l'esprit, c'est celui relatif, l'article relatif au Conseil constitutionnel. Ce Conseil constitutionnel qui peut être mis en mouvement par 60 députés ou 60 sénateurs. C'est une disposition qui a été reprise de la Constitution française en oubliant que en France, il y a 480 députés et que par conséquent 60, ce n'est pas énorme. Dans notre contexte, 180 députés pour 60 signatures, c'est quand même énorme. Il y a là une disposition anesthésiante par rapport aux capacités de mobilisation du Conseil constitutionnel. Je n'ai pris que ce cas. Mais je reviendrai également sur le cas de la révision constitutionnelle de cet article 6 alinéa 2. Il faut qu'on en parle. Parce que je pense que ce débat, il est pertinent à cet égard. Parce que il aurait dû être posé avant ce débat. Avant? Avant aujourd'hui.
Déjà, il y a quelques années. Parce que c'est un débat qui... Le président a été élu en 2004. Vous imaginez un scénario où, quelques jours après son élection, il aurait proposé... Il était déjà président avant 2004. Oui. Et il était bien possible de concevoir que l'on discute cette disposition avant ce qui est appelé son dernier mandat. Très bien. C'est une question qui est discutée au Cameroun et ailleurs. C'est un débat qui a cours aux États-Unis depuis le départ du président Clinton. C'est un débat qui a cours en URSS. C'est un débat qui a cours au Venezuela et dans beaucoup d'autres pays africains. La question, elle est simple. Faut-il ou non réviser? Doit-on ou non réviser? Peut-on réviser? C'est en ces termes. Sans qu'on se focalise sur la limitation. Sans que l'on se focalise sur cette limitation. Parce qu'il s'agit d'un débat, en fait, de technique juridique, même s'il a des connotations politiques. Alors, je voudrais rappeler, vous reviendrez tout à l'heure dans le débat, que ce débat précisément est parti du 30 octobre, cette interview du président de la République à la chaîne de télévision française France 24. Pour bien recadrer les choses, je vous propose de réécouter le propos présidentiel sur cette question constitutionnelle. Soyez très attentifs aux nuances du président de la République. Monsieur le Président, certaines mauvaises langues vous prêtent la volonté de changer la Constitution en 2011 pour vous représenter la présidence du Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui si oui ou non vous serez candidat à votre propre succession en 2011? Alors c'est la grande question au Cameroun. Vous êtes effectivement élu jusqu'en 2011 et après. Ce que je peux d'abord dire, c'est que les élections présidentielles camerounaises en 2011 sont certaines, mais je les considère comme lointaines. J'ai un mandat de 7 ans. J'ai fait la moitié de ce mandat. Il y a d'autres urgences en ce moment. La Constitution, à l'heure actuelle, ne permet pas d'envisager un troisième mandat. Mais est-ce que vous pourriez faire comme d'autres chefs d'État africains qui transmettraient le pouvoir en disant je ne me représente plus, par exemple, dans une grande tradition démocratique? Nous avons fait tous ces efforts pour bâtir une démocratie. Le moment venu, il y aura des candidats. Je crois que l'idée de préparer quelqu'un, c'est un peu des méthodes proches de la monarchie ou de l'oligarchie. Les Camerounais sont assez mûrs, ils pourront, au moment venu, choisir. Il n'y a pas de dauphin, donc? Je crois que dans une république qui fonctionne bien, le mot dauphin résonne mal. Et vous, donc, vous avez envie de vous représenter ou bien vous pourrez éventuellement ne pas le faire? Quel est votre sentiment aujourd'hui? Mon sentiment est que le Cameroun a vraiment d'autres problèmes à résoudre que celui-là. Mais je laisse ceux qui veulent ouvrir ce débat, parce que vous avez aussi des gens qui estiment que pour assurer la continuité, il faut que le président se présente, etc. Je laisse le débat se dérouler, mais la Constitution, pour le moment, ne permet pas un troisième mandat. Et je sais aussi que les constitutions ne sont pas inscrites, faites des variétures. Le peuple lui-même détermine ce qui est bon pour lui. Alors nous sommes à l'écoute, mais je demande aux Camerounais, à mes compatriotes, de s'atteler à des tâches plus urgentes. À l'organisation du RDPC, le président demande aux Camerounais de s'atteler à des tâches plus urgentes. Le débat constitutionnel faisait-il partie de ces urgences? Je crois que le débat
n'est peut-être pas parmi les urgences, mais le débat en cours. Et le RDPC, en tant que force politique, en tant que parti leader, ne saurait être en marche. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, notre base, Dieu merci, a pris les taureaux par les cornes, a pris position. Et le secrétariat général du comité central a entériné, a fait sienne la position. Les appels et de la pour base. nous, le débat est presque achevé, ou du moins la prise de position. Où est-ce que vous en du êtes parti. aujourd'hui dans le pointage? Tout le monde dans le RDPC, partout dans le pays, dans toutes les sections, s'est prononcé? Oui, la grande majorité, parce qu'à mi-parcours, on était déjà à 60% des organes de base, et aujourd'hui, c'est bien. Qu'est-ce qui a fait que au-delà. certains traînent un peu les pieds? Je crois que c'est une question d'organisation, et beaucoup ont été pris de court par le 6 novembre, parce qu'il n'y a pas eu, contrairement à ce qu'on peut penser, un top quelque part dans le RDPC pour monter par derrière. C'était vraiment spontané. C'était spontané. Une spontanéité et organisée. c'est ça l'intérêt de la chose. Elle n'est pas organisée, Charles. Elle n'est pas organisée. C'est spontané. Et puis la preuve, c'est que ça a duré dans le temps. Parce que ceux qui étaient très loin de leur base ont pris le temps de rentrer et d'interroger la base à travers les conférences des sections et les chefs traditionnels qui sont très proches. Certains du RDPC n'ont pas manqué de prendre également position. La société civile et les sympathisants du RDPC ont également pris position. Et je crois que c'est ça qui est important. Le temps du débat, et le débat a été animé. Et maintenant, on attend le temps de la décision. Honorable M. Fédéris, vous avez été parmi les premiers à réagir, hein? Vous dans le Nord-Ouest, avec la Léquier. Pourquoi cet empressement? Ce n'était pas l'empressement en tant que tel. Vous savez déjà, au niveau de l'Assemblée nationale, il y avait déjà un groupe de députés qui avait commencé déjà cette initiative, qui avait demandé une révision constitutionnelle. Et puis nous avons été encouragés du fait que le chef de l'État, le président Paul Biya, je pense bien que... ouvre la brèche, hein, en oui, disant je suis à l'écoute. En fait, pas seulement je suis à l'écoute, mais tel qu'il a répondu aux questions, on l'a trouvé comme quelqu'un qui est encore très à l'aise, très jeune, très compétent. Vous savez, il a pu répondre sans papier, sans applaudissements. En effet. Nous avons cru donc que c'est le moment parce que, vous savez, dans le Nord-Ouest, nous avons un parti d'opposition qui est très féroce, donc le parti du Major Fundi. Et nous avons estimé que, pour le moment, avec ce qu'il nous a donné, il est mieux placé pour nous ramener ce que nous voulons, le développement. Et en plus, vous savez que le président Biya a visité le Nord-Ouest pour la première fois. Et c'était la première province qu'il a visitée. Oui, en 9 février 1983. Donc il tient le Nord-Ouest à cœur et nous pensons que si nous avons demandé que ceci soit fait, c'est parce que nous sommes sûrs que c'est lui qui est l'homme qui peut rehausser le développement dans le Nord-Ouest. Madame, votre réaction? Quand on écoute le chef de l'État, président du RDPC, c'est clair qu'il dit qu'il peut se présenter. Et nous trouvons cela pas très admissible quand on sait qu'en l'état actuel de la Constitution du Cameroun, cela est subrepticement dit, mais je pense que c'était clair parce que vous êtes en plein le procès chef d'intention là. L'État aurait pu dire que la Constitution à l'état actuel, en son article 6, alinéa 2, m'empêche pour le moment de me présenter. Il l'a dit, exactement, en des termes peu différents. Sauf donc, si nous n'avons pas la écouté Constitution étant la loi fondamentale, la Constitution pour nous c'est comme la fondation de la maison Cameroun. Et nous, une loi qui définit les institutions, qui organise les pouvoirs. Et quand on essaie de regarder pour voir comment est-ce que cet article 6.2 est rentré dans la Constitution de 1996, alors on se dit que l'appel au toilettage,
Ça, c'est les termes du RDPC. L'appel au toilettage ne respecte pas les conditions dans lesquelles cet article... Le consensus de la tripartite, c'est exactement. Est-ce que le professeur pourrait nous faire une remise en contexte du peuple. Alors on ne peut pas comme ça, comme on le dit pour que tout le toujours. monde comprenne bien ce consensus-là qui était l'accord entre différentes forces politiques en 1991. Oui, en 1991, à la suite du mouvement, ou plutôt dans le cours du mouvement de libéralisation, effectivement, il s'était posé la question de la démocratisation du pays et certains, bien sûr, avaient pensé que cela devait emporter le président de la République. Mais ce qui s'est passé, c'est que deux camps s'étaient formés. L'un qui pensait que le président de la République devait continuer sa mission, c'est ce que j'avais appelé à l'époque l'Orient sans Biya. Et l'autre camp... Le tout sauf Biya. Le tout sauf Biya. Donc, cet article 6, alinéa 2, est un accord, est un consensus, si on peut parler ainsi, entre les deux forces qui s'étaient entendues pour dire... Qui a donné quoi? Qui a mis quoi sur la table? Qui a abandonné quoi? Ben, je ne peux pas dire exactement, parce que cela s'était passé... Moi, je tiens à préciser que ce sont les partis politiques d'opposition et ce sont les associations qui avaient mis la révision de la Constitution sur la table. Parce que pour le parti au pouvoir, pour le gouvernement en place, il était question de discuter sur la liberté de presse et sur, je pense, la désignation des élus. Le problème de la Constitution, en l'occurrence, tous ces autres articles traitant, par exemple, du Conseil constitutionnel, traitant de la Chambre des comptes, qu'on aurait souhaité que ce soit la Cour des comptes et qui pourrait faire aussi l'objet de révision constitutionnelle. Et l'élection du président à une majorité à 2 tours, c'était autant de questions qui étaient revenues sur la table, mais je tenais à préciser que ce sont les partis qui avaient imposé cet article-là. Moi aussi, je tiens à préciser, comme témoin de cette histoire, que cette tripartite est intervenue après un tour des provinces du président de la République, au cours duquel il avait beaucoup écouté, une fois de plus, ou bien une première fois déjà. Je vous remets la parole. Merci. Voilà. Il faut quand même souligner qu'il serait difficile d'attribuer la paternité de l'initiative à un camp. Parce qu'il y a une chose qui était certaine, du fait du nouveau contexte politique, la question constitutionnelle était au centre de tous les débats. C'était d'ailleurs le cœur de la réforme. Il était important de le souligner. Et j'étais en train de dire donc que cet article 6 alinéa 2 vient de là, de ce débat, de cette discussion, de cette entente, si on peut parler ainsi, entre les deux cours. Seulement, aujourd'hui, et c'est pour cela peut-être que la question... C'est un contexte qui est dépassé? C'est un contexte qui, à mon sens, évidemment, a évolué. Il a évolué pour la simple raison qu'aujourd'hui, l'on prête au RDPC l'intention de rompre ce qu'on peut appeler unilatéralement un contrat. Ah oui, et c'est là le problème. Non, je pense c'est pas. que Je voudrais terminer. Vous intervenez quand vous voulez. Hein, bon, laissez le professeur Magloire Odoa terminer et Joachim Kabiono va intervenir. Oui, la Constitution a été votée par l'Assemblée nationale. Cela ne me semble pas être un argument décisif. Les députés à l'Assemblée nationale sont des représentants du peuple. Ils ne sont pas. Et d'ailleurs, dans le contexte de la démocratie représentative, en dehors du contexte du mandat impératif, je voudrais vous citer la phrase d'un député français qui disait « Le peuple m'a envoyé à l'Assemblée nationale, pas pour faire ce qu'il veut, mais pour faire ce que je veux ». C'est pour cela qu'il n'y a pas toujours coïncidence de volonté entre le peuple et le Parlement. Donc, il n'empêche quand même, professeur, que la souveraineté s'exerce par ces députés-là. Et par le président de la République. Si vous permettez, que le professeur termine et la souveraineté s'exerce par le président et par l'Assemblée nationale. Article 3. C'est clair. De la Constitution. Mais il y a une hiérarchie. Qui a voté la Constitution. D'accord, mais donc, à partir de ce fait, il n'y a donc pas eu de rupture. Mais il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie politique entre la volonté du peuple s'exprimant directement et la volonté du peuple s'exprimant à travers ses représentants. Ça, c'est un principe établi. Ce qui veut dire qu'au plan juridique, il y a certainement égalité
mais au plan politique, il y a supériorité du peuple. Cela est important. Or, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que notre constitution est certainement régulière parce qu'elle a été votée selon les règles juridiques établies par la Constitution du 2 juin 1972. Mais elle a un problème de légitimité, monsieur. On ne peut pas l'oublier parce que la Constitution, elle est élaborée par le Parlement, c'est vrai, mais elle eût mieux été élaborée par le peuple, ou plutôt adoptée. Là, on est dans un débat interminable. Je ne suis pas sûr que même une constitution, dans les conditions actuelles, adoptée par référendum, le principe même du référendum et la façon dont il serait organisé ne serait pas contesté. Je n'en suis pas si certain. Joachim Tabeono, président de l'AMEC. Je voudrais dire une chose. Qu'on conteste le principe du référendum. Parce que vous avez évoqué la question de la légitimité. Hein? Ah oui, et en matière politique, il est important que les solutions retenues concilient la régularité et la légitimité. Et c'est là le véritable problème. On va y arriver, professeur. Oui. Président Lamec. Oui, je regrette que tout le monde s'appelle Tabio Ono ici, parce que quand on donne la parole à Tabio Ono, je suis surpris de ne pas prendre la parole moi-même, que d'autres personnes qui prennent la parole. Bon, je voudrais dire que quand j'ai dit que pour moi ce débat, pour paraphraser le chef d'État, je dirais que c'est sans objet. Parce qu'on est en train de vouloir piéger le président de la République lorsqu'on parle de cette révision. Parce que cette constitution-ci de 1996, on peut la baptiser comme la constitution Biya. Ça, c'est la constitution du président Paul Biya. C'est-à-dire, on est en train de l'amener à se dédire, à se rejeter lui-même. C'est-à-dire, dire qu'il a signé une constitution parce qu'on dit l'Assemblée a adopté et le président de la République a promulgué. Ça devient sa constitution. Oui. Alors, dire en plein... On a peut-être mis en place peut-être deux institutions de cette constitution. On n'a pas encore eu une évolution, une révolution complète. Par exemple, quand on dit deux septennats, il faut, pour qu'on puisse réviser une constitution, moi je crois que ce n'est même pas le président Paul Biya lui-même qui devait réviser cette constitution. Parce que ça voudrait dire qu'il est contre ce qu'il avait fait en 1996 et il dit maintenant j'ai fait des erreurs. Parce que quand on lui dit il faut un toilettage de la Constitution, ça veut dire que, excusez-moi, ça veut dire qu'on l'insulte. Ça veut dire qu'il a signé... Attendez, non s'il vous plaît, donnez-moi là. Allez-y, président, allez-y, président. Ça veut dire qu'on dit que ce qu'il a fait en 1996, où il n'était pas mature, où il avait été trompé, maintenant il faut toiletter. Est-ce que les choses qui sont dans la Constitution, ce qui devrait nous intéresser maintenant, c'est la mise en place des institutions qui sont dans la Constitution. Est-ce que vous êtes d'accord que le contexte a évolué, qu'il n'y a de constitution valable que pour un peuple donné et un contexte donné, une époque donnée? Voilà, je voudrais répondre précisément. Pour moi, il n'y a pas de conditions qui expliquent qu'on puisse modifier la Constitution en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une révolution. Est-ce que le président Paul Biya, est-ce qu'il est tombé malade? Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé. S'il vous plaît, excusez-moi. Il est en train de finir son deuxième septennat tout bonnement. Et on dit maintenant que les conditions ont changé. Monsieur Par exemple, excusez-moi, je vais vous expliquer que... Laissez le président terminer. Oui, contrairement à ce que... Non, attendez. Que le président termine. Cette constitution. Et c'est le même président Aïdjo. Hein? Parce que nous étions déjà... Ce jour-là, on ne l'a pas insulté. Excusez-moi. Oui. C'est parce qu'on ne pouvait pas continuer. Qu'est-ce qui avait changé fondamentalement dans la vie de la nation? C'est qu'on est parti du monopartisme, où il y avait des successeurs constitutionnels, au multipartisme. Oui. Donc il fallait changer la constitution pour permettre que le jeu démocratique entre dans notre constitution et dans notre pays. Voilà pour moi ce que j'appelle quelque chose de fondamental qui explique qu'une constitution change. Donnez-moi une condition qui ressemble à celle-là maintenant au Cameroun et je vous donnerai. On va interroger le professeur Magloire Ondouah tout à l'heure. Une réaction d'abord du docteur Difo. Oui, par rapport à ce que vient de dire M. le Président Tabi, je voudrais simplement faire remarquer que ce débat n'est pas sans objet.
ce débat n'est pas sans objet dans la mesure où nous sommes dans un pays où il faut consolider l'unité nationale, où nous avons acquis un niveau de paix sociale qu'il faut également consolider. Et je ne pense pas que c'est en 2010 ou à moins 6 mois de la fin du septennat, quand on sera le dos au mur, qu'il faut poser sur la table le débat sur la révision ou une réforme constitutionnelle, que ce soit sur l'article 6 ou au sujet de certaines autres dispositions. Déjà, pour ma part, je crois qu'il ne s'agit pas simplement du débat sur l'alinéa 2 de l'article 6. Il y a plein de choses à voir. Bien, par rapport à cet article 6, justement, le président de la République a dit tout à l'heure qu'on lui a posé la question de savoir s'il préparait un dauphin ou pas. La question du dauphinat a bien circulé dans l'opinion publique, dans les espaces occultes de la société politique camerounaise. Personne ne l'ignore. Y compris dans les journaux. Il est donc question de poser la question sur la table, d'en parler, d'en discuter et de voir dans quelle mesure, dans le cadre d'un débat national, collectif, où on consulte effectivement le peuple, pas la base d'un parti politique en particulier, où on consulte le peuple camerounais pour savoir exactement ce qu'il en pense. Voilà ce que je souhaitais dire par rapport à la question. Juste une précision, parce que j'ai comme l'impression qu'on est sorti du sujet, la pertinence du débat sur la révision constitutionnelle. Et nous ne sommes même pas encore là. Ou la pertinence de la révision constitutionnelle. Et je crois que là, le président est déjà dans l'autre débat. C'est ça, dans la deuxième phase. Est-ce que c'est pertinent de réviser alors que nous étions? Est-ce que c'est pertinent de parler, de débattre de la révision constitutionnelle aujourd'hui? Si on revient sur ça, moi je voudrais rappeler au président qu'on a débattu de bien d'autres choses et le président Biya a bien décidé autrement. Le RDPC avait bien marché contre le multipartisme précipité, mais il a décidé le moment venu d'autres choses. Pourquoi aujourd'hui le débat sur... Ça devait vous servir, ça vous non, a pas servi. Laissez-nous débattre et le temps de la décision ne nous revient pas. La décision en marge de la loi. Non, la décision revient. Mais faites ce que votre président national vous dit. Moi, j'étais au congrès extraordinaire invité spécial du président Biya. Je pense que... J'ai suivi ce qu'il disait. C'est ça qui doit préoccuper le RDPC maintenant. L'histoire de... Est-ce qu'on peut revenir sur un État démocratique où les gens peuvent avoir une liberté de penser, de débattre Et c'est pour ça qu'à l'Union démocratique du Cameroun, nous pensons que le Cameroun doit s'inscrire dans une culture démocratique et républicaine. C'est pour cela que nous proposons dans notre projet de société, nous proposons que le mandat présidentiel soit pour une durée de 5 ans. Je dis bien 5. 1, 2, 3, 4, 5 ans, renouvelable une seule fois. Nous souhaitons que le scrutin soit à 2 tours. Parce qu'au deuxième tour, évidemment, on souhaite justement que le Parlement... Là, c'est une autre question. Là, c'est... Donc, on va passer à cette révision pour atteindre ce que vous souhaitez. Non, je voudrais même ajouter je pense que le débat est très, très pertinent. Dans la mesure où ce débat nous permet d'arriver là où nous voulons. Ceux-là qui ne veulent donc pas une révision constitutionnelle auront leur place. Ensuite, il faut que je revienne un peu sur ce que le président a dit tout à l'heure. Moi, je pense bien que cette révision constitutionnelle n'est pas antidémocratique. Parce que nous avons vu, il y a des grands pays du monde, nous avons l'Angleterre, nous avons le Canada, nous avons les grands pays comme l'Inde, la plus grande démocratie même du monde. Il n'y a pas de limitation de mandat. Donc, nous faisons un travail, nous faisons... Non, attention, je suis en train de dire... Je suis en train de dire que... Et je respecte sa signature. Je suis en train de dire que... Nous avons des mécanismes... Non, nous avons des mécanismes qui nous permettent d'assurer la tenance au pouvoir. Et c'est quoi? C'est les élections. Il a dit tout à l'heure qu'en 2011, ce qui est certain, c'est qu'il y aura des élections présidentielles. Donc si nous...
cette fois-ci, il aurait fallu qu'on inscrive dans le budget quand même des provisions pour l'ECAM. On est en 2008, je suis Non, là c'est tout à fait un On est en autre train de sujet, s'égarer, là. On est en train mais de il faudrait s'égarer. que je vous dise, chers collègues, Je voudrais recentrer le débat. Honorable, merci pour votre intervention. Professeur, il y a deux questions au moins sur lesquelles... honorable, s'il vous plaît. Pour préparer des élections, il faut préparer. S'il vous plaît, ils sont à l'hémicycle. Les deux parlementaires. Pouvoir et opposition face à face. Je voudrais que le professeur nous éclaire sur au moins 2 points. Le premier, est-ce que la Constitution actuelle assure un fonctionnement régulier et normal des institutions et pourrait le faire jusqu'à la limite de 2011, sans dommage? Premier point. Deuxième point sur lequel je sollicite votre éclairage, tout le monde parle de révision, de toilettage. J'ai même entendu une revisitation. Est-ce que tous ces termes veulent dire la même chose? Je répondrai d'abord à la première question. Est-ce que la Constitution actuelle permet un fonctionnement régulier des pouvoirs publics jusqu'à l'horizon 2011? Ma réponse est nette et claire, c'est non. Donc il faut réviser. Il faut absolument la réviser. Et je prends pour cela un seul exemple. En cas de départ involontaire du président de la République, la Constitution prévoit que c'est le président du Sénat. Or, le Sénat n'est pas là. Or, le Sénat n'est pas là. Donc, par le jeu des dispositions transitoires, ce sera le président de l'Assemblée nationale. On peut le penser, on peut interpréter ainsi. Mais est-ce la bonne interprétation? Et d'ailleurs, lorsque ce président, qu'on peut appeler par intérim, est en fonction, il ne peut pas se présenter à l'élection et surtout, il n'a que 40 jours pour organiser une nouvelle élection présidentielle. Cela est-il réaliste? Et soyons vraiment raisonnables pour reconnaître que cette Constitution, il faut absolument et urgemment faire quelque chose, parce que si ce problème se posait, les appétits politiques seraient aiguisés. Qui ont commencé à se manifester d'ailleurs, ce qui est normal. Les passions se déchaîneraient et on ne sait pas vers quoi on pourrait aller. C'est pour cela qu'il me semble que ce débat est pertinent. Il nous permet d'anticiper, de poser les problèmes, de les discuter et de trouver les solutions les plus appropriées. Le président Lamec est-il convaincu par cette réponse, en attendant que le professeur revienne sur la deuxième partie? Je voudrais dire que nous sommes en train de nous fourvoyer, cette histoire de débat pertinent, etc. Moi, je persiste à dire que nous avons une constitution qu'il faut seulement appliquer. Qui est signée par le président Paul Biya. Qui est signée par le président en place. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes conscient que s'il y avait une modification aujourd'hui, c'est le même président qui signerait? Attendez. Il ne doit pas se dédier, avant de signer une deuxième fois, il ne doit pas renier la première signature. Je voudrais dire ceci. Ceux qui sont soucieux de l'avenir de ce pays, mais demain, on a parlé ici du Sénat, le président du Sénat qui assure l'intérim en cas de vacances, mais demandez plutôt qu'un Sénat soit mis en place, et que de dire qu'il faut modifier la Constitution. Parce que, mis en place, il n'aurait que 40 jours. Peut-on matériellement organiser une élection présidentielle au Cameroun en 40 jours? Oui, moi je vous dirais qu'on peut... Attendez. Est-ce que je peux vous dire pourquoi on peut organiser une élection en 40 jours dans ces conditions? Bon, si on dit le Conseil constitutionnel doit constater la vacance, disons, si c'est une démission ou si c'est un décès, un empêchement, bon, il faut d'abord que le Conseil constitutionnel le constate avant que la vacance soit ouverte. Ça peut prendre 10 ou 20 jours, même 3 ou 1 mois. Disons, si c'est un événement malheureux, on va dire on organise ceci et cela. C'est des mots que je ne veux pas prononcer parce que j'aime bien le président Paul Biya. Mais si c'est ça qui arrivait, on va dire on organise ceci avant d'ouvrir la vacance. Ça fait que les candidats s'échauffent déjà, tout est mis en place. Moi, je dis, les 40 jours qu'on donne là, s'il vous plaît, non, les 40 jours qu'on donne sont pour moi suffisants pour
organiser une élection. Il faut seulement maintenant Président, mettre en place le l'honorable Sénat. Giffidelis vient de vous poser une question. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a un décalage entre les lois qui régissent les élections législatives et locales et les élections présidentielles sur ce problème des délais et qu'il faut harmoniser? L'harmonisation ne peut intervenir que dans le cadre fondamental de la Constitution. Non, moi, je dis qu'on peut, si un événement se produit maintenant, disons, il ne s'agit pas d'une non, opinion, attendez. il s'agit de données objectives. S'il y a une démission et on dit le président du Sénat, si on met en place le Sénat, si moi je suis le président du Sénat, mettez-moi président du Sénat, je vous organise les élections en 40 jours. Où est-ce que vous allez en trouver les moyens? Non, attendez. Oui, justement. Où est-ce que vous allez en trouver les moyens? Attendez, ça c'est un autre problème. Voici 2 députés. Oui, attendez, excusez-moi, c'est Oui. très bien que vous posiez ce problème. Oui. Moi, j'aurais suggéré, si j'étais par exemple du RDPC ou bien de l'Assemblée, j'aurais suggéré que maintenant qu'on peut être pris à la gorge par 2011, mettons en place un fonds spécial. Oui. Où nous mettons de l'argent dedans. Qui sera alimenté à partir de quoi? Non, ça va se décider. Qui sera alimenté et qui sera là que, bon, en cas de vacances de poste conformément à la de poste de président de la République, conformément à la Constitution, les élections seront organisées par le président du Sénat avec ces fonds. C'est ce genre de solution que nous devons chercher à trouver pour continuer à respecter cette Constitution avant de demander au président Paul Biya de se dédire. Alors, sollicitons à nouveau l'expertise du professeur. Cela est-il réaliste? C'est solution. Je vois le professeur est partial parce que les explications qu'il donne là, je vois que je suis peut-être seul contre tous, peut-être madame est à côté de moi, mais l'expert est en train de toujours me contredire. Je ne vous permets pas de remettre en cause mon impartialité. Je vous parle de la science et de la science seulement. Et il n'y a que vous pour penser que matériellement, l'on puisse organiser une élection. Je dis matériellement, en 40 jours. Je mets déjà, je voudrais faire d'abord abstraction des difficultés juridiques inhérentes à l'opération. Vous avez vous-même parlé de la constatation de la vacance. Supposons que cela arrive aujourd'hui, le temps que le Conseil constitutionnel constate la vacance. C'est tout des jours ou 40 jours. Non, non. C'est une jours. Si vous permettez. Écoutez l'expert, monsieur le président, s'il vous plaît. Il joue son rôle. Il y a toute une procédure de constatation de la vacance. Et cette procédure-là, elle n'est pas des plus allégées. D'un. De deux, il faut mettre en place, ou plutôt il faut même installer le nouveau président. Ce n'est pas évident. Et de trois, il faut matériellement trouver de l'argent. Les règles de la dépense budgétaire sont connues. Elles sont connues, faire les listes électorales, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est tout un imbroglio. C'est pour cela, si vous permettez, monsieur. Écoutons l'expert, s'il vous plaît. Il y a donc, à mon sens, à constater que 40 jours, ce n'est pas suffisant. Et ce n'est qu'une disposition, entre autres, qui devrait être retouchée. Je voudrais également dire, qu'en ce qui concerne le débat, quelqu'un a dit tout à l'heure que le débat était terminé. À mon sens, il n'a pas commencé. Il n'a pas commencé, il va s'intensifier. À partir du jour où il y aura un début d'acte juridique, d'initiative. Alors, en ce moment, le débat se posera, non seulement dans la rue, mais également au Parlement, et partout. Sur la sémantique, professeur, vous ne nous avez pas éclairé. Maintenant, on a parlé de révisitation. Je dois vous dire que j'apprends ce mot aujourd'hui. Je l'ai suivi dans les meetings. Hein, dans non, je pense qu'il faut utiliser les thèmes consacrés en la matière. On parle de révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle, c'est une démarche. Ça, c'est le terme juridique consacré. C'est le terme juridique. La relecture, ça, c'est de la littérature. Oui, la relecture, c'est un concept. Toilettage, c'est encore des concepts ordinaires qui n'ont pas de contenu juridique. Le mot révision a tout un contenu juridique et il signifie, il n'a pas un contenu quantitatif. Ça veut dire qu'on ne mesure pas la nature révisionniste d'une opération par le nombre de dispositions révisées. On mesure cette opération par la procédure utilisée. C'est donc c'est un concept qui est essentiellement lié à la procédure par laquelle l'on modifie
la Constitution selon le volume qui aura été décidé par le pouvoir constituant, étant entendu que ce pouvoir constituant est souverain, il est inconditionné, il est illimité, et rien ne le limite. Lors même que la Constitution disposerait que certaines dispositions ne peuvent pas être révisées, en droit, l'on admet ce qu'on a appelé la révision de la révision. Cela signifie que l'on révise d'abord la disposition interdisant de réviser. Ensuite, on révise la disposition précédemment interdite de réviser. Je suis sûr que vos étudiants sont très fiers de vous, là. Vos étudiants sont très fiers de vous, là, professeur. Écoutez, oui. Sur le point des dispositions à réviser dans notre Constitution, je dois dire que si notre constitutionnalisme assimile les droits des femmes à ceux des hommes, en revanche, il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui garantit l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Et vous souhaiteriez, si je lis dans votre pensée, nous, que si révision il y a qu'on introduise une disposition une semblable. brèche pour introduire une disposition qui favorise l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Très bien. Ce qui se passe. Monsieur le secrétaire, est-ce que vous seriez disposé à accéder dans le débat, hein, parce que vous participez au débat? Il s'agit de la parité. Proposition de révision constitutionnelle, dès lors que nous avons déjà pris position, et je ne voulais pas laisser passer ce qu'a dit le professeur. Je dis, nous, au RDPC, nous avons déjà achevé de prendre position sur la révision constitutionnelle. Mais le débat continue sur le contenu de la révision. Et nous sommes prêts à aller à monter d'un cran pour pouvoir en discuter. Le moment venu a eu une position extrêmement claire. Révision totale. Alors, le président a dit « Je suis à l'écoute ». Nous venons de le réentendre. Depuis 6 semaines, on peut dire qu'il a été abondamment servi. Voici un florilège de quelques opinions de Camerounais. C'est une recension que j'ai empruntée à la toute nouvelle émission Scène de presse qu'anime brillamment Aimé Robert Bihina. Je vous propose d'écouter, et ce n'est qu'une idée de ce que les Camerounais pensent de cette question constitutionnelle. Le oui résonne une fois de plus des profondeurs du nord-ouest, de la Lekié dans le centre et de l'Anvila dans le sud. Toutes ces voix en appellent solennellement à une révision constitutionnelle pour faire sauter le verrou de la limitation des mandats présidentiels. Mais l'unanimité ne serait toujours pas de mise selon le messager La Nouvelle Expression, pour qui l'appel de la Lekié divise l'élite du coin. Je me pose sincèrement la question de savoir si le président de la République, qui est par ailleurs le président national du RDPC, n'est pas en déphasage avec sa base. Ou alors l'inverse, est-ce que ce n'est pas sa base qui est en déphasage avec la vision du chef? Mais cela est possible que le président de la République, que Paul Biya, prenne le contre-pied de... moi, je n'appelle pas ça la base. Ce n'est pas de la base. Moi, je crois que c'est quelques personnes, quelque part, ils embarrassent le président. Le président, il se met dans une posture qui lui sied bien. Même s'il ne voudrait pas, il a la pression de la base. Alors on dit plus tard, je réponds à la pression de la base et on va y aller. Ce qui est démocratique ici, où les mandats sont limités, est également démocratique là-bas où les mandats ne sont pas limités. Ça veut dire que la société humaine est encore en train de chercher la meilleure forme de démocratie. Efroun dit de préciser par rapport au débat en cours sur la révision constitutionnelle qu'il ne descendra pas dans la rue. Mais La Nouvelle Expression et le messager semblent avoir entendu autre chose, notamment que le chairman met en garde quiconque serait tenté de toucher à la loi fondamentale. Réaction de Tomaino Ndamjoya? Nous l'avons dit, nous sommes d'accord pour une révision de la Constitution, mais que la révision aille dans le sens de renforcer la démocratie, l'état de droit, de renforcer l'intégrité, ces valeurs morales. Parce que ces constitutions, pourquoi est-ce que... Ce n'est pas assez souligné dans le préambule?
Oui, c'est assez souligné, mais il faut dans la pratique qu'on puisse retrouver, et c'est justement le rôle des institutions, c'est justement le rôle des personnes qui sont appelées à se mettre devant et à diriger et justement ces aspirations. Ces constitutions, pourquoi est-ce que dans les États modernes, on a cru vraiment important de les instaurer, puisque avant, dans les États, il y avait des regroupements, mais c'était peut-être des coutumes, peut-être c'était pas écrit, mais c'était pour limiter ces instincts égoïstes. C'était pour limiter les passions. C'était pour exactement éviter d'en arriver à ce que l'on connaît, qui est commun chez l'être humain, l'égoïsme. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Exactement. Monsieur le secrétaire à l'organisation, dites-nous franchement, est-ce que ce qui fait problème n'est pas le lien que vous mettez, vous, au RDPC, entre la révision constitutionnelle et l'appel dès à présent que vous lancez en direction de votre président national pour qu'il se représente en 2011? Je dois dire que même là, ce n'est pas l'ensemble des organes de base qui ont lié les deux. Il y en a qui se sont limités uniquement à l'appel à la révision constitutionnelle et il y en a qui ont fait les deux. Et je crois que nous, fiers du bilan que le président national a pu obtenir, nous ne pouvons qu'appeler à sa disponibilité le moment venu. Le moment venu. Pourvu que les dispositions constitutionnelles le permettent aussi. Et pour le moment, nous y travaillons. Il est vrai que le communiqué du secrétaire général du comité central, René Emmanuel Sadi, dit bien que vous réaffirmez votre indéfectible attachement au président national et sa confiance totale à sa personne dans la conduite des destinées du Cameroun. Oui. C'est plus clair que le lien qu'on a entendu et qui a créé quelques amalgames, non? Ce n'est pas ça le problème. Est-ce qu'on n'est pas en train de lier, professeur, le fonctionnement des institutions avec le jeu des forces politiques? Est-ce que ce n'est pas cet amalgame-là qui fait problème? Ben, c'est justement l'amalgame. Le RDPC me semble avoir commis, je pense, une erreur de méthode. Toujours, hein. Il était possible. Vous êtes d'accord maintenant? Pour une fois. Avec ce que dit le professeur. Même quand il rappelle qu'il y a des dispositions dans la Constitution qui permettent de réviser cette Constitution. Bon, très bien. Alors, on laisse l'expert nous éclairer. Alors, il y a, je pense, une erreur de méthode. Le lien établi, un lien direct, et j'allais même dire un lien de cause à effet, entre les sollicitations, ou plutôt la position pro-révision et la représentation du président de la République aux prochaines élections. Je pense qu'il était possible de concevoir une démarche différente, consistant à poser d'abord le problème de la limitation ou de la non-limitation du mandat présidentiel. Parce que c'est ce débat-là qui est pertinent, indépendamment de la personne. Et du destin de cette personne. Parce que ce débat permet de constater que la limitation du mandat présidentiel est un procédé antidémocratique. Elle est antidémocratique simplement parce que le principe est établi qu'en démocratie, c'est la volonté du peuple qui doit primer, qui doit prévaloir. Le peuple ne peut se faire mal à lui-même. Il ne saurait être ni inique ni oppressif. Par conséquent, si le peuple veut garder un même homme pendant 100 ans, 150 ans, il ne tient qu'à lui. Il ne tient qu'à lui. Alors, honorable Jufédélis, est-ce que vous avez fait une erreur de méthode? Vous acceptez que vous avez mélangé un peu les choses? Moi, je ne pense pas que nous avons fait une erreur, parce qu'il y a les faits concrets que nous avons sur le terrain. Il y a un côté objectif, il y a également l'autre qui est subjectif. Le côté objectif est celui-ci. La révision constitutionnelle est importante parce que nous avons constaté que, par exemple, aux États-Unis, vous avez aujourd'hui Bush père, demain Bush fils, aujourd'hui Bill Clinton, et demain peut-être encore un Clinton. Ça démontre également que
cette limitation de mandat, à un moment donné, pose problème. Et nous voyons également en Russie à l'heure actuelle, où Poutine revient Premier ministre, bon, il est toujours au pouvoir. Et si nous avons donc demandé que la Constitution soit révisée, c'est parce que nous voyons que c'est d'abord démocratique. Oui, et c'est pour trouver une solution. Nous sommes, enfin, à mon sens, nous sommes totalement d'accord sur le fait que la limitation du mandat est antidémocratique. Oui, mais maintenant, j'ai encore la parole, urgent ou pressant? Professeur, laissons l'honorable parler. La parole. Il est encore urgent, il est pressant pour nous de débattre et pour nous. Ceci permet à l'homme, au président Biya, de bien réfléchir, de comprendre les enjeux et de connaître et de maîtriser le soutien qu'il a sur le terrain. Nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a un mécanisme qui est en place, les élections. Et nous avons demandé que cette révision puisse avoir lieu parce que nous estimons que, au lieu de faire le cache-cache comme ça se fait en Russie maintenant, peut-être encore aux États-Unis, il faut en passer, il faut aller vite. Vous abattez toutes vos cartes. Il faut mettre les cartes sur la table. Vous allez dire pourquoi les élections? Non, attention, non. Le président a vu, Bon. Voilà, mais on est en train d'aller vers ça. Et maintenant, c'est un débat. Nous sommes militants RDPC. Oui. Et c'est tout à fait démocratique que nous nous exprimons et que nous demandons à notre président national de se préparer. Nous, à l'UDC, dans notre avant-projet de constitution qui a été mis sur la table de notre institution, il faut absolument interdire le cumul de fonctions chef de l'État et président de parti. Comme ça évite les amalgames. Bon, on ne serait pas arrivé à cette situation. Est-ce que l'honorable a conclu? Bon, oui. Monsieur le Président de la MEC, une question. Seriez-vous prêt à sacrifier la paix et la stabilité sur l'autel simplement d'une possible alternance? Je suis pas prêt, mais je vous retourne la question parce que c'est ceux qui... C'est moi qui pose les questions. Oui, pas vous, c'est ceux qui sont en train de parler de la modification de la Constitution, qui sacrifient, qui ont l'intention de sacrifier la paix. Parce que quand vous voyez ce qui se passe dans les autres pays, là, je vais vraiment être sérieux. Pourquoi? Vous n'avez pas été jusqu'ici? Attendez, parce que ce que je vais dire est sérieux. En effet, oui. Très sérieux. Qu'est-ce qui se passe quand le désordre s'installe sur la scène politique? Dans un pays, dans tous les pays du monde, il n'y a pas que la classe politique. Il y a la société civile, il y a les forces de maintien de l'ordre, les hommes en tenue, etc. On a toujours pris pour prétexte le désordre du politique pour que certaines de ces forces-là interviennent par des coups de force. Et c'est ça, je vois que ceux qui créent le désordre en voulant manquer de respect à la Constitution signée par le président Paul Biya, c'est eux qui sont en train de vouloir dire que le politique camerounais est en train de s'installer dans le désordre. Et moi, j'ai bien peur qu'à un moment donné, quelqu'un se lève pour dire « je mets fin au désordre ». Et là, on aura raison d'annuler la Constitution. Parce que s'il y a un coup de force, quelqu'un qui dit « je mets fin au désordre », là, on annule alors la Constitution et on repart sur de nouvelles. Voilà un des événements qui puisse justifier l'annulation de la Constitution. Mais montrons à ces autres corps que nous sommes sérieux, nous les hommes politiques, que quand nous faisons une Constitution, nous savons la respecter. Et que tant que nous n'avons pas fait un cycle, cette Constitution devrait être remise en cause quand il y a déjà eu peut-être 3 présidents de la République qui auraient fait 2 mandats consécutifs. Pas nécessairement, attendez, Monsieur le Président. Et on aurait vu que je connais votre culture politique. Non, attendez. Vous savez que la Constitution de la 5e République en France a été adoptée en 1958. Mais vous prenez les et exemples qu'en 1962, il y a eu déjà une modification pour introduire le suffrage universel. Il n'y a pas la démocratie chez 4 ans après seulement. Mais maintenant, on donne leurs exemples. Quand les États-Unis, les Britanniques nous disent que les élections dernières, c'était une occasion manquée. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de leur démocratie? Maintenant, on prend leurs exemples quand ça nous arrange. Bon, ça, c'est une parenthèse. Mais je voudrais... Que vous refermez très rapidement. Oui, oui. Bon, et là, je voudrais chuter en lisant... Permettez-moi de lire ce petit passage dans le rapport
de politique générale du président Ahidjo au congrès à Bafoussam, il dit... En 1980. 80, voilà. Il dit, de cette finalité procède la réforme constitutionnelle intervenue par une loi du 9 juin 1979 portant modification des articles 5 et 7 de la Constitution. Cette réforme a donc été faite dans l'intérêt supérieur de la nation et pour assurer en toutes circonstances la continuité de l'État. Or, ce qui se passe au Cameroun maintenant, c'est que ce n'est plus l'intérêt supérieur, c'est que c'est l'intérêt, c'est bien écrit ici, il faut changer cette constitution pour permettre au président Paul Biya de se représenter. Là, ce n'est plus l'intérêt supérieur. Non, nous sommes d'accord que ce second membre est sujet à contestation. Oui. Non, on est bien d'accord là-dessus. Voilà. Ça veut dire que ce que le président Ahidjo a fait en 80, il se retournerait dans sa tombe. Ça veut dire que de 80 à 2009, nous avons reculé. C'est-à-dire ce n'est plus l'intérêt supérieur. Est-ce que nous sommes d'accord que l'activisme de quelques acteurs politiques peut fragiliser le fonctionnement de l'État? Ah oui, c'est ça que nous condamnons, parce que la Constitution dit qu'aucune fraction du peuple ne peut s'arroger la souveraineté du peuple. C'est ça que le RDPC fait. Les gens vont s'asseoir à Monatélé, vont s'asseoir à Bamenda, disent parler au nom de... C'est-à-dire ils s'arrogent la souveraineté de l'État. C'est interdit dans la Constitution. Mais c'est ça, vous exprimez quoi? Réaction du secrétaire à l'organisation du RDPC? Ce que le RDPC pense maintenant n'est pas C'est encore la dangereux, ce que révision vous faites. constitutionnelle. C'est une position. Et nous avons constaté là tout à l'heure que même au sein du RDPC, il y a des voix dissonantes. Et ces voix, et comme c'est un parti discipliné, à un moment donné et hiérarchisé, lorsque le temps du débat va s'achever et que le temps de la décision, ou la décision sera prise, vous verrez que le RDPC suivra la décision de son chef le moment venu. Est-ce que vous pouvez nous faire une confidence? Vous savez sur la question ce que pense le président national? Nous ne savons pas et nous sommes une machine. Est-ce que vous avez des indices? Nous n'avons aucun indice, nous n'avons aucune confidence, mais nous devons être prêts et nous devons être la machine qui permet non seulement de porter le débat, mais de porter les orientations éventuelles que le parti souhaite. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, nous pouvons être des jugés, nous pouvons être tout simplement mis de côté par rapport à la position du président. Ça n'empêche pas que nous, au sein du RDPC, les militants aient fait leur travail. La machine RDPC ait fait son travail. Qu'est-ce que vous attendez au sein de du lui RDPC, je vais prendre un exemple encore. Au sein du RDPC, lorsqu'on a fait les élections de 2002 municipales, presque la majorité avait souhaité qu'il y ait investiture au niveau des conseils municipaux. Les listes étaient apprêtées, tout était prêt. Mais quand c'est arrivé chez le président national, il a dit allez aux élections. Et c'est ça qui Il faut respecter le principe démocratique jusqu'au bout. On a marché pour non à la démocratie précipitée. Quand il a annoncé une certaine concurrence dans le congrès de 1990, il a fait l'avantage. Il a institué le multipartisme intégral. Intégral, non pas seulement au sein de notre parti, mais au niveau national. Et nous avons suivi. Et si aujourd'hui il y a un débat et que le RDPC est absent parce qu'il a un président national qui est en même temps président de la République, c'est très grave. Le RDPC doit prendre position. Nous respectons la position des autres partis. Maintenant, c'est le moment venu. Nous avons aussi l'avantage ou l'inconvénient d'avoir une majorité parlementaire et on nous soupçonne donc de tout maintenant que nous sommes en train de préparer l'arrivée d'un troisième mandat au président. Non. Nous débattons, nous préparons la décision, mais nous attendons. Alors, secrétaire à l'organisation, vous êtes au cœur des confidences, vous êtes au cœur du secret. Dites-nous quand même quelque chose. Quand est-ce que le président va trancher? Vous voulez que je le dise autour de cette table? Oui, on a l'occasion de l'entendre. Non, vous le savez quand même. Non, je ne peux pas dire si je le sais ou je ne le sais pas, mais ce n'est pas ici. Que vous le diriez. La question peut-être qui relève du fait du prince, le moment venu, il aura l'opportunité, il va juger de l'opportunité, de la convenance de sa déclaration. Et c'est en effet lui qui juge de l'opportunité. Il faut apprendre du président. Vous avez donné certains exemples, vous êtes allé à gauche, lui il est allé à droite.
Mais vous attendez quoi pour vous aligner sur... n'a pas dit, non, s'il hein? te plaît. Mais Le il faut président n'a apprendre. pas Vous dit que avez la un président, Constitution ne chaque se fois vous révise pas. remet à contre-courant de ce que lui veut et vous apprenez pas la leçon. La C'est comme ça. Constitution On n'a pas dit promulguée qu'on ne a retouche pas à la prévu. Constitution. Il a dit que c'est le peuple camerounais qui va donc décider. Il a bien dit. Il a bien dit. Qu'aucune constitution, il a dit qu'aucune constitution ne peut être considérée comme née Oui, variétaux. On peut la- j'ai on posé peut une question tout la à l'heure. modifier. Il n'a pas reçu de réponse. Oui, J'ai laquelle? dit, donnez-moi un événement qui justifie en ce moment Le fonctionnement qu'on des puisse- institutions Non, peut non, devenir qu'on- impossible. Attendez, pas peut devenir. Peut Je dis devenir. maintenant, donnez-moi un exemple d'un cas qui permet de dire qu'on doit réviser la Constitution parce que ça ne marche pas. Bon, Moi, je dis monsieur le il professeur, faut mettre en place au des secours, institutions est-ce que vous qui pouvez sont prévues répondre à dans la la question du président Constitution. Lamec? Mais eux, ils disent Il a qu'il déjà faut dit, réviser. Dans On le révise G11. pourquoi? On J'ai ne révise déjà- pas pour leur plaisir. Oui, j'ai déjà... Donnez-moi un exemple. Oui, mais j'ai donné tout à l'heure l'exemple de la vacance. Est-ce qu'elle est déjà arrivée? Elle n'a pas été non, gérée. monsieur le président. La Constitution ne va pas attendre que la vacance intervienne. Je voudrais souligner À cette que la année, la même la nouvelle Constitution... Constitution, vous allez la critiquer La- avant qu'elle n'aboutisse. la- C'est ça votre fuite en avant. La Constitution, Hein, rien c'est ne un nous acte de rassure. prévision. Oui. C'est un acte de prévision. C'est un mécanisme de prévention des conflits. Par conséquent, si aujourd'hui il apparaît que les questions relatives à la vacance pourraient poser problème, troubler l'évolution normale des institutions, il me semble important et même vital que la Constitution soit révisée. Les de manière dispositions à ce d'aujourd'hui, que- monsieur le président de la Mecque, ne paraissent pas claires Pour de moi, ce point de pour vue. moi, c'est clair. Quand on dit 40 jours, quand on dit qu'il faut constater la vacance et qu'il faut 40 jours à partir du constat de la vacance, pour moi, c'est clair. Pour moi, une élection peut être organisée en 40 jours. Et la Bon. convocation du corps Non, Je vous propose qu'on redonne la parole au professeur. Monsieur le professeur, quels sont les scénarios possibles de cette révision éventuelle? Il y en a 3. Primo, la révision parlementaire. Ici, le gouvernement ou un tiers des députés prennent l'initiative soit d'un projet, soit d'une révision. Et en ce moment, le Parlement se réunit en congrès et vote à la majorité des 2 tiers. Voilà le premier mécanisme. L'autre mécanisme, qui est toujours prévu par la Constitution, prévoit que le président puisse soumettre ce projet ou cette révision, ou cette proposition au référendum. Et ça, c'est pour l'adoption. Ça, c'est pour l'adoption. On a dépassé l'initiative. On a dépassé l'initiative. Et il y a une troisième voie, celle de l'article 36, qui dit que le président peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel et du président du Sénat, saisir directement le peuple sur un projet de révision constitutionnelle. En ce moment, il coupe net à tout débat et le peuple décide. Voilà. Maintenant, chacune de ces voies présente évidemment des avantages et des inconvénients. L'inconvénient de la voie parlementaire, c'est qu'elle sera certainement régulière, incontestable au plan juridique, mais seulement elle sera suspecte de hold-up. D'unilatéralisme. Parce que le Parlement est aujourd'hui composé dans une large majorité de députés 153 RDPC. députés sur 180. Sur 180. Quelle est la préférence de la société civile par rapport à ces scénarios? La préférence de la société civile, vous pouvez le comprendre, le deviner, c'est la consultation référendaire. Parce que, le professeur l'a dit tout à l'heure, la lecture combinée des articles 36 et 63 de la Constitution nous le dit, le président, par le fait du prince, peut décider de mettre fin à toutes ces supputations et dire, OK, nous passons par le référendum. Ça, Mais le texte aura été apprêté par les experts. Bien évidemment. Et l'avantage, c'est qu'à partir de ce moment, toutes les forces vives de la nation, et non la base d'un parti, comme ça se voit en ce moment, toutes les forces vives de la nation, la société civile,
les femmes qui constituent un poids démographique. Oui, je suis d'accord, mais on a l'occasion là, on a l'occasion là de savoir exactement qu'est-ce que les femmes pensent et elles auront l'occasion de dire ce qu'elles souhaiteraient voir révisé dans la dite constitution par voie de référendum. Donc pour moi, pour nous pensons ici qu'il faille consulter la société, le corps social par voie référendaire. La position de la MEC, compte tenu de la suspicion énoncée tout à l'heure, due à la masse. La position de la MEC, parce qu'il faudra que votre position évolue au cas où la révision viendrait à intervenir. Je suis contre la révision de la Constitution. Je suis pour l'application de cette Constitution et pour la mise en place des institutions qui restent. Je crois que c'est plus facile. Vous restez cohérent avec vous-même. C'est plus facile de terminer par la mise en place du Sénat, la mise en place de la Haute Cour de justice, le Conseil constitutionnel, qu'on ait toutes ces institutions. Comme ça, le président Paul Biya, en 2011, qu'il se présente ou qu'il ne se représente pas, je crois qu'il sera rassuré d'avoir fait quelque chose, d'avoir posé un acte et conduit cet acte jusqu'au bout. Parce qu'il aura passé plus de 20 ans en train de poser des actes et puis qu'est-ce qu'on va retenir? C'est que dès qu'on commence à appliquer une constitution, il a arrêté, il a fait adopter notre constitution, il a arrêté jusqu'à ce que les choses qu'on craignait dans la constitution arrivent. Nous ne savons toujours pas ce qu'il pense. Hein? Oui, oui, moi je lui lance un appel pour qu'il n'écoute pas ces gens qui ne veulent pas le suivre parce qu'ils n'ont pas appris de sa façon de réagir et continuent à faire comme si... Quand vous avez des gens dans votre parti qui n'apprennent pas de ce que vous, le leader, vous voulez, là où vous voulez aller, ce n'est plus votre parti. Le président a dit au Palais des Congrès l'année passée que... Donc vous pensez qu'il doit changer de parti? C'est pour ça que, oui, en 2004, la MEC l'avait investi. Il doit désavouer son parti. Oui, la MEC l'avait investi pour dire, parce qu'il avait dit, souvenez-vous, en 2002, le président Biya avait dit, les mensonges viennent de tous les côtés. C'est-à-dire, il avait dit que c'est pour ça qu'il avait reporté les législatives de 2002 d'une semaine. Il disait, les mensonges viennent de tous les côtés. Personne pour me dire où se trouve le niveau de préparation des élections. Dans un parti comme ça, j'ai dit, la MEC a investi le président Paul Biya en 2004 comme son candidat. Et je vous dis, conformément au texte, l'investiture de la MEC du président Paul Biya a été acceptée par le MINAT et n'a pas été disqualifiée par le Conseil constitutionnel qui s'est déclaré incompétent pour juger. Monsieur le Président. Donc quand on parlait du président Paul Biya, c'est le candidat de la MEC en 2004. Oui, c'est pas le RDPC. Le RDPC là investi en violation de la loi. Monsieur le Président de la MEC, compte tenu du rapport de force aujourd'hui, est-ce que vous ne considérez pas votre combat comme perdu d'avance? Non, un combat n'est jamais perdu d'avance. Quand on présentait tout à l'heure, vous avez vu que je disais que je suivais Mandela. Il disait un long chemin vers la liberté. Je n'ai jamais dit que ce sera un petit chemin. C'est pour ça que je ne m'arrête pas devant les coups que je reçois, qu'on me fait parce que j'ai le droit d'avoir une opinion contraire, peut-être parce que je suis un opposant de la zone. C'est cette opinion que vous avez exprimée ce soir. Un dernier mot du secrétaire à l'organisation. Sauf que l'opinion du RDPC révolte les autres. Pourtant, nous respectons l'opinion du président de la MEC. Donc, appuyez, aidez votre président de la République à continuer. Monsieur le président de la MEC, vous n'avez plus la parole. Un dernier mot de Madame Dam. Par rapport à cette question, nous, à l'Union démocratique du Cameroun, nous sommes inscrits dans l'optique de la mobilisation républicaine. Et notre président national a, il y a 3 semaines, initié des signatures. Et lundi, sans pour autant faire une publicité, mais lundi, il va présenter toutes les signatures qu'il a recueillies. Il a initié des signatures à travers le pays où il a demandé aux Camerounais qui ne sont pas nécessairement de l'UDC de dire si oui ou non ils sont d'accord pour la révision de l'article 6 alinéa 2. Et à l'occasion, il va écrire au président de la République. On va prendre des nouvelles de cette initiative. Monsieur le député de la Benchoum, honorable Ndjifidelis, un dernier mot, qu'allons-nous retenir finalement? Je pense que la majorité, comme vous avez d'ailleurs constaté ici sur la table, est favorable à la révision. Favorable à une révision constitutionnelle. Et ensuite, elle également une révision objective. Ça veut dire que c'est le temps, il est temps que la Constitution soit révisée pour plusieurs raisons, entre autres. Et puis, vous savez,
Si en 25 ans, quelqu'un a un bilan qui est bien connu, qui est bien accepté, pourquoi est-ce que vous allez vous demander encore la question? Est-ce qu'il doit encore continuer ou il ne doit pas continuer? Donc c'est naturel. Il doit continuer indéfiniment. Il doit continuer. Lorsqu'il continue, puisque son bilan est très positif, c'est ça qu'il doit continuer. Très bien, on respecte votre point de vue. Monsieur le professeur, une synthèse finalement, s'il fallait résumer à la fois la pertinence et l'enjeu, nos deux axes, qu'est-ce qu'on aurait à retenir? On aurait à retenir que le débat est pertinent, la révision est nécessaire, mais qu'elle doit être opérée par la voie du référendum. Voilà, une manière de laquelle... C'est le résumé de ce qu'on a dit. Non, ça c'est sa pensée. Surtout la dernière... C'est le résumé du professeur, surtout sur la dernière partie. Hein, le référendum n'a pas recueilli l'unanimité. Loin de là. Mais le tour était déjà fait. Peut-être dire quelque chose. Mais j'aurais bien vous avez déjà dit que vous... Elle a déjà tout dit. Qu'elle est dans le référendum. Je voudrais ajouter ceci que... Sur les femmes. En réalité, pas nécessairement sur les femmes, sur la gouvernance démocratique en général. Oui. Révision constitutionnelle, oui, parce que la dynamique de la gouvernance démocratique que nous connaissons aujourd'hui, nous connaissons quels sont les défis du programme national de gouvernance, alors ne sont pas les mêmes que celles que nous avions en 1996. Ce qui veut dire qu'il faut aujourd'hui revisiter, hein, je préfère utiliser le terme, revisiter cette constitution pour intégrer, les exigences de gouvernance démocratique. Monsieur le secrétaire à l'organisation, tout dernier mot. Le dernier mot, c'est que je ne veux pas qu'on enferme la révision constitutionnelle uniquement dans la voie référendaire, parce que la Constitution elle-même prévoit les deux voies. Très bien. Alors, c'est bien dit pour terminer. Je signale quelques lectures rapides et nous privilégions naturellement nos invités. Vous avez le livre, alors c'est cette caméra qui doit prendre les ouvrages, le livre de Patricia Tamaino Ndamjoya, Les élections bancales au Cameroun de A à Z. Hein. C'est le point de vue de l'UDC, c'est ça, Madame Dame? Non, c'est pas le point de vue de l'UDC. C'est votre analyse. Bon, c'est bien retenu. Et c'est aux éditions Minsi, École africaine d'éthique. Je signale également, hein, parmi les bonnes lectures, Femmes au pouvoir de Hervé Gattegno et Anne-Cécile Sarfati. J'ai compris que c'est la cause que défend Madame Difo. Et Sociologie politique, 5e édition, revue et mise à jour de Jacques Lagroix. C'est aux presses de Sciences Po et Dalloz. Je signale aussi de Vincent Hugues, Les sorciers blancs, enquête sur les faux amis français de l'Afrique. Quel rapport avec notre débat ce soir? C'est là que j'ai appris que de 1958 à nos jours, la Constitution française de la Ve République a été révisée 17 fois. C'est pour le président de la Mecque. Un excellent livre également du professeur Alain Didier Olinga, La Constitution de la République du Cameroun, parce qu'il faudra bien compléter ce que nous nous sommes dit ce soir. Et puis ce livre également, qui est un livre de référence, La Constitution camerounaise du 18 janvier 1996, bilan et perspective, sous la direction du professeur Alain Ondoa. C'est un frère? Non. C'est un homonyme? Un collègue, ben, c'est bien. Et puis, je vous signale, pour terminer, une autre lecture intéressante, celle de Jacques Attali, Une brève histoire de l'avenir. Elle est intéressante, je vais juste vous en lire l'introduction. Aujourd'hui se décide ce que sera demain. Selon la façon dont nous agirons, nos enfants et nos petits-enfants habiteront un monde vivable ou traverseront un enfer en nous haïssant. On ne pouvait pas trouver meilleure conclusion. Merci de nous avoir été fidèles et d'avoir été patients. Bonsoir et à bientôt.